Enquête. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter aujourd'hui une affaire criminelle absolument unique, incomparable. Je ne vous ai jamais rien raconté de pareil. C'est une histoire qui se déroule en Corse en 2005, l'enquête sur l'assassinat de Jojo Vicenzini. Vous allez y retrouver tous les ingrédients qui font une belle affaire. Une partie de poker, un corps sans tête, une maîtresse qui joue la guicheuse et cerise sur le gâteau, des nationalistes bras cassés, plus intéressés par le contenu du coffre-fort que par l'indépendance de la Corse. Voici donc cette histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Avant d'entrer dans cette histoire, je veux juste en situer le décor. La Corse. Mais pas la Corse des paillotes en bord de plage, pas la Corse des touristes. La Corse des montagnes. Corté. Vous visualisez, c'est une petite ville pile au milieu de la Corse, accrochée à un piton rocheux. En théorie, c'est la capitale d'ailleurs de la Corse. Enfin, ça l'a été quand brièvement, au XVIIIe siècle, l'île a été indépendante. Et aujourd'hui, c'est là que se trouve l'université de Corse. Et c'est là, à Corté, que va débuter notre histoire. Dans un bistrot de quartier, l'Oasis, le bar des frères Vicenzini. Un bistrot de quartier, mais une institution à Corté. Et vous savez pourquoi ? On y joue au poker, tous les dimanches soirs. Et d'après ce que j'ai entendu dire, ça brasse pas mal d'argent. Je ne vous ai rien dit. Et là, on est lundi, le 24 janvier 2005. Il est 4 heures de l'après-midi et Jean-Jean Vicenzini, l'un des deux frères, est un peu inquiet. Où est Jojo ? Jojo devrait être là. Normalement, il arrive beaucoup plus tôt. Alors Jean-Jean tente de l'appeler sur son portable, pas de réponse. Il va chez lui, sa voiture est garée devant la maison, les clés sont sur le contact. Il va vers la maison, la porte est ouverte. Il entre, il y a des taches de sang. Alors il appelle les gendarmes. Et les gendarmes, à leur tour, pénètrent dans la maison. Il y a effectivement des traces de sang sur le sol. Et encore plus inquiétant, une trace de sang sur le mur en forme de main. Et un peu plus loin, une feuille de sopalin couverte de sang. Et puis, des rouleaux de gros scotch, du genre qu'on utilise pour attacher quelqu'un. Mais là où il y a le plus de sang, c'est au pied du coffre-fort, qui est grand ouvert et vide. Les gendarmes avancent encore dans la maison. Sur la machine à laver, ils trouvent 4 cartouches. Ils se tournent vers le frère de Jojo. C'est normal, c'est là qu'il mettait son fusil. Enfin, ses fusils, il en avait 5. Il n'y en a plus aucun, disparu. Il n'y a plus aussi sa collection de couteaux, emportée elle aussi. Les gendarmes avancent toujours dans la maison. Ils trouvent le portable de Jojo sur la table de nuit. Et là, ils ouvrent la porte de la chambre d'amis. Le lit est défait, la couette a disparu. Et sur le drap de dessous, il y a une grosse tache de sang. À partir de ce moment-là, tout le monde pense que Jojo a fini roulé dans la couette et que donc il est mort. Alors qui l'a tué ? Et pourquoi ? Et où est le corps ? C'était quand la dernière fois que vous avez vu votre frère ? Hier soir ? Il y avait une partie de poker au café. À un moment, il s'est levé, il est parti. Je l'ai pas revu depuis. L'urgence est de retrouver le corps de Jojo. Alors les gendarmes se mettent à ratisser les environs, d'abord le jardin, et puis les égouts, la décharge, la station d'épuration. Ils demandent même à un hélicoptère de survoler à basse altitude le Tavignano, la rivière qui traverse Corté. Rien. Bien sûr, la disparition de Jojo Vicenzini, qui était connu comme le loup blanc à Corté, et au-delà, fait la une des médias locaux. Corse Matin, Radio Corse Frequenza Mora. Et là, la machine à rumeurs se met en branle. Et il s'en dit des conneries. Jojo Vicenzini, il avait tellement de maîtresses. C'est un mari jaloux qui a dû lui faire la peau. Jojo, c'était un multimillionnaire.
C'est pour l'argent qu'on l'a tué. Il avait au moins 4 coffres-forts chez lui. Oh, ceux qui l'ont volé, ils sont partis avec 300 000 euros. Que les choses soient claires. Oui, Jojo avait de l'argent, mais normalement, pas tant que ça. Avec son frère, il gère le bar L'Oasis et ils ont une boîte de nuit, l'an 2000. Mais bon, c'est pas le Queen aux Champs-Élysées. Mais il y a les parties de poker dont il était la banque. Et puis il y a eu les machines à sous à une époque, alors que c'était interdit. Il a été condamné pour ça. Mais surtout Jojo a un ami, Daniel Vittini. Tout le monde le sait, ça. Et Daniel Vittini, il fait partie du gang de la Brise de Mer. C'est la mafia locale. Est-ce que c'est de ce côté-là qu'il faut chercher ? D'entrée, les gendarmes se disent « Jojo connaissait son agresseur ». Et pourquoi ? Parce qu'a priori, il lui a ouvert la porte, sans se méfier. Jojo ne laissait jamais la porte ouverte, jamais, pas même une minute, dit son frère. Alors ils essaient de reconstituer son emploi du temps le dimanche 23 janvier. Il arrive à l'Oasis à 15h. Normal, la veille c'était samedi, il a une boîte de nuit, il s'est couché tard, il s'est levé tard. Il y passe tout l'après-midi et le début de soirée. Ensuite, il va dîner avec des amis à l'Échiquier. C'est un restaurant où il a ses habitudes. Renseignement pris, il a mangé une viande grillée. À 23h, il retourne à l'Oasis pour la fameuse partie de poker du dimanche soir. Enfin, de Rami Poker, hein. C'est une variante. Les gendarmes interrogent tous les protagonistes de la partie de poker. Ils étaient 8. Ils ont mis chacun 200 € d'entrée sur la table. Fois 8, ça fait 1600 €, c'est pas mal. Et tous les joueurs disent la même chose. À un moment, Jojo a reçu un coup de fil sur son portable. « Tu me remplaces un moment ?» Quand il est revenu, il était minuit moins 20. « Je m'absente quelques minutes. Je reviens. » Il n'est jamais revenu. Et c'est la confirmation qu'il connaissait celui qui l'a tué suffisamment pour interrompre une partie de poker. Alors, qui l'a appelé ? Ça, pour les gendarmes, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de demander à son opérateur, Orange, la fadette, le relevé de ses appels. Tiens, tu vois, 4 fois le même numéro dans la soirée. Le premier à 19h et ensuite 3 autres appels. Alors voyons, à qui appartient ce numéro ? Nathalie Battesti. Nathalie Battesti est femme de ménage et accessoirement serveuse au restaurant L'Échiquier, où Jojo a mangé quelques heures avant sa disparition. Et ce qui est étonnant, très étonnant même, c'est que quand on entre plus avant dans la facture de téléphone de Jojo, on s'aperçoit qu'il appelle cette Nathalie très régulièrement, 21 fois en 3 semaines. Et systématiquement le dimanche soir, tous les dimanches soirs. Alors avant de convoquer cette Nathalie Battesti, les gendarmes se font envoyer le relevé de son téléphone portable. Et ils se rendent compte que, à chaque fois qu'elle reçoit un appel de Jojo Vicenzini, tout de suite après, elle appelle quelqu'un d'autre, y compris le jour de sa disparition. Et qui est ce quelqu'un d'autre ? Eh bien, c'est le patron du restaurant L'Échiquier, Xavier Luciani. Donc, il y a un truc qui se trame entre ces trois-là. Jojo, Nathalie Battesti et Xavier Luciani. Alors le gendarme met Luciani sur écoute et ils entendent sa femme lui faire des reproches. « Xavier, tu es irresponsable avec le jeu. Le poker, tu veux que je te rappelle à quel point tu es endetté ? Tu as gâché notre vie de famille avec tes cartes. Et en plus maintenant, tu es avec ta pute là ?» Luciani est donc accro au poker et il est couvert de dettes. Et celle que sa femme appelle la pute alors, qui c'est ? Eh bien, c'est Nathalie Battesti, qui est toujours mariée. On est dans un vaudeville à Corté. Et les dettes de Luciani, alors, combien ? Pas mal. Il devait plus de 50 000 € à Jojo Vicenzini, à la suite de parties de poker perdues. Ça fait un bon mobile pour un crime, ça, non ? Et les gendarmes découvrent que l'autre, pour être sûr de se faire payer, lui avait demandé des garanties, des chèques en blanc pour 12 000 € que le frère donne aux gendarmes.
Et quand on regarde le portable de Luciani, on s'aperçoit que plus le temps avance, plus Jojo l'appelle souvent. Il lui réclamait son pognon. Donc ce Xavier Luciani est le suspect numéro 1. D'autant que le frère raconte que quelques jours avant la disparition de Jojo, Luciani est venu le voir. « Oh, Jean-Jean, un truc que je voudrais que ça soit clair entre nous. Mais t'es sans doute au courant, hein. J'ai plus de dette envers ton frère. Je lui dois plus rien. Je lui ai tout remboursé. » Avec du recul, ça ressemble à quelqu'un qui se dédouane par avance. Il est temps de coffrer tout ce petit monde et de voir ce qu'ils ont à dire. 2 mois après la disparition de Jojo Vicenzini, Xavier Luciani, Nathalie Battesti sont interpellés tous les deux et placés en garde à vue. Et au passage, les gendarmes saisissent la voiture de Luciani, une 106 Peugeot. Et quand Luciani voit passer sa voiture sur le camion des gendarmes, devant les fenêtres de la gendarmerie où il est en garde à vue, il devient blême. Et au passage, les gendarmes ont saisi la voiture de Luciani, une Peugeot 106, en se disant, s'il a tué Jojo, c'est avec sa voiture qu'il a dû évacuer le cadavre, forcément. Ils ouvrent la voiture. Pouah ! Une odeur, des mouches, une horreur. Le siège arrière est abattu et la voiture est pleine d'un chargement de bois et de paille. Ils écartent la paille et le bois et ils tombent sur la couette de Jojo qui manque dans son lit. Et sous la couette, ils tombent sur un cadavre, un corps d'homme, nu. Est-ce que c'est Jojo Vicenzini ? Eh ben ça, c'est pas facile à dire. Sans doute, mais c'est pas certain. Parce qu'il n'y a pas la tête. Il n'y a pas la tête. Le cadavre a été décapité. Décapité. Alors, monsieur Luciani, que s'est-il passé ? Qu'est-il arrivé à Jojo ? Pourquoi l'avez-vous tué et pourquoi l'avez-vous décapité ? Il faut que je vous dise que quand il est arrivé à la gendarmerie, monsieur Luciani a dit aux gendarmes : « Je ne vous dirai rien. Je garde mes déclarations pour le juge. » Alors maintenant qu'on peut lui mettre le cadavre sous le nez, le cadavre qu'on a retrouvé dans sa voiture, est-ce qu'il a quelque chose à dire ? Monsieur Luciani. Hein ? J'ai fait une connerie. Une connerie. J'étais allé chez lui pour le rembourser. J'avais une enveloppe de 13 000 €. C'était pas tout, mais c'était déjà ça. Il a dit que c'était pas assez. On s'est battu, j'avais un couteau, je lui ai donné un coup au visage. Il est tombé. Il nous sert la version light. C'est presque un accident. Le coup est parti comme ça. Je voulais le rembourser. Bon, on se reparlera plus tard, monsieur Luciani. Et elle alors, Nathalie Battesti, elle aussi elle est en garde à vue. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Au début, rien. Elle ne sait rien, elle n'est au courant de rien. Mais est-ce qu'elle reconnaît au moins qu'elle est la maîtresse de Luciani ? Oui. Et est-ce que par hasard, elle n'est pas aussi la maîtresse de Jojo Vicenzini ? Non. C'est dommage. Parce que dans le bureau d'à côté, Luciani est en train de nous servir une autre version, sentimentale et passionnelle. On l'écoute ? Le dimanche soir, j'ai vu le nom de Jojo apparaître sur le portable de Nathalie. C'était pas la première fois. Hein. Après, elle est partie. Alors je l'ai suivie. Je l'ai vue monter dans la voiture de Jojo. Je suis passé au restaurant. J'ai pris un rouleau à pâtisserie. J'ai foncé chez Jojo. Quand je suis arrivé, c'était ouvert. Je suis rentré. C'était allumé dans la chambre. Jojo était à poil et elle était en train de lui tailler une pipe. Ça m'a monté. Elle s'est barrée. Et l'autre, il m'a proposé du pognon. Ouais, du pognon. Il est allé à son coffre. Quand il a eu ouvert, hein, je voulais l'assommer, hein, pas plus. Et j'ai dû taper trop fort. Je voulais pas le tuer.
Et après, j'ai roulé le corps dans la couette. Je l'ai entouré avec du scotch. J'ai pris les fusils et les couteaux pour faire croire à un cambriolage. Et après, j'ai roulé jusqu'à Santa Lucia di Merco. Je connaissais un endroit où il y avait une porcherie. Et comme les cochons, ça mange de tout, même les cadavres, j'ai voulu le foutre au cochon. Mais alors pourquoi lui avez-vous tranché la tête? Et vous savez ce qu'on dit? Les cochons, ça mange tout sauf les cheveux. C'est pour ça que j'ai enlevé la tête. Et donc finalement le corps... En janvier, la terre était trop dure. Je pouvais pas creuser. Je l'ai laissé dans la voiture. Je l'aurais enterré plus tard. Eh ben, dis donc, quelle histoire! Ça serait donc un meurtre passionnel. Enfin, si on l'écoute, c'est même un accident passionnel. Quant à l'histoire de la tête qu'on découpe parce que les cochons ne mangent pas les cheveux, c'est du grand art. Il en faut de l'imagination pour inventer une histoire pareille. Et si on retournait dans le bureau d'à côté? Alors, Madame Battesti, vous n'êtes vraiment pas la maîtresse de Jojo? Finalement, si. Ah! Et donc vous étiez dans son lit dimanche soir? Oui. Ah ah! Et donc quelqu'un est venu vous déranger? Oui. Un homme est rentré. On était en train de faire l'amour. Après, je suis parti. Je sais pas ce qui s'est passé. Cet homme, vous le connaissez? Ah non. Ça serait pas Monsieur Luciani, par hasard? Ah, je sais pas. Il était masqué, je l'ai pas reconnu. Le coup de l'homme masqué. Un grand classique. Bref, Xavier Luciani est mis en examen pour assassinat et Nathalie Battesti pour non-dénonciation de crime. Sans que le juge ne soit tout à fait convaincu par cette version romantico-passionnelle. Il l'a tué pour ne pas lui rembourser sa dette, ça c'est la vérité, et au passage pour vider son coffre. C'est beaucoup plus convaincant. Parce qu'il y a un contexte, hein. Les gens se mettent à parler. Xavier Luciani était à bout. À cause de cette dette de jeu, il était à bout. Jojo en profitait pour l'humilier en permanence. Il venait dans son restaurant et il partait, évidemment sans payer la note. Et il recommençait comme ça tous les jours. Et cerise sur le gâteau, il couchait avec sa femme. Et tout le monde était au courant. Luciani a pété les plombs et d'une certaine manière, les gens le comprennent. Réinterrogée par le juge, Nathalie Battesti raconte que Luciani lui a demandé un jour « Tu connais une porcherie dans les environs ?» Elle dit aussi que quand l'homme masqué est entré dans la chambre, il a laissé tomber quelque chose de sa poche. Un rouleau de scotch. Et pour le juge, c'est pain béni, ça signe la préméditation. Luciani avait préparé son coup. Mais est-ce qu'on est certain que Nathalie Battesti était bien dans la chambre? Parce qu'on est d'accord, hein, cette version du crime passionnel, on n'y croit pas. Eh ben si. Elle était dans la chambre, on a retrouvé son ADN dans les draps. Oui, monsieur. Mais ce qui est bien intéressant, c'est qu'il y a d'autres ADN dans la chambre. Des ADN qui sont inconnus au fichier. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils s'y sont mis à plusieurs pour tuer Jojo? Eh bien oui. Ils avaient sans doute des complices, et le juge va en avoir la confirmation à la toute fin de son enquête. Il était sur le point de boucler son dossier, quand intervient un événement étonnant, qui va venir in extremis donner une petite couche nationaliste corse, indépendantiste à cette histoire. Le 22 janvier 2006, une bombe explose au centre des impôts d'Aix-en-Provence. Et elle emporte avec elle le poseur de bombes, qui est un Corse, a priori militant du FLNC. Et un complice est arrêté, un certain Dominique Pasqualaggi, docteur en archéologie et nationaliste corse patenté. Et qu'est-ce que raconte ce monsieur Pasqualaggi? Eh bien que la bombe a été fabriquée dans la cuisine du restaurant L'Échiquier, chez Xavier Luciani. Alors quel rapport est-ce que ça a avec notre crime?
A priori, aucun. Sauf qu'évidemment, du coup, on va chercher Xavier Luciani dans sa prison pour lui poser quelques questions. Et là, que dit Luciani? Il dit que Pasqualaggi a aussi participé au meurtre de Jojo Vicenzini. Incroyable rebondissement. Même si Pasqualaggi nie. Il nie, lui c'est un politique, ce n'est pas un assassin à la petite semaine. N'empêche qu'il est quand même mis en examen pour l'assassinat de Jojo. Et là se produit un événement terrible. Il est dans le bureau des flics, au commissariat. Soudain, il se lève, il se précipite vers la fenêtre qui est grande ouverte et il saute du 3e étage. Est-ce qu'il a voulu se suicider? Est-ce qu'il a voulu s'évader? Quoi qu'il en soit, il ne meurt pas, mais il finit en fauteuil roulant, paraplégique. Alors, quel rôle a pu jouer le FLNC dans cet assassinat, dont le mobile, je vous rappelle, n'est absolument pas politique, puisqu'il s'agit de payer une dette de poker, rien de plus. Le juge va mettre un peu de temps à démêler le sac de nœuds. Et voilà à peu près le scénario auquel il arrive. Xavier Luciani a peur de Jojo et de ses amis du gang de la prise de mer. Et comme il a des accointances avec les nationalistes, à un moment donné, il leur demande un coup de main. Le deal aurait pu être le suivant: vous m'aidez à tuer Jojo et à me débarrasser du cadavre, et en échange, vous vous servez dans son coffre-fort, qui a priori regorge de bifetons. Ça vous fera de l'argent pour la lutte. Un autre nationaliste, Joseph Sabiani, vient raconter que lui aussi, il a été contacté et qu'il y a eu des réunions de préparation du meurtre. Ah, intéressant. Et qu'est-ce qui s'est dit dans ces réunions? Eh bien, entre autres, que le rôle de Nathalie Battesti était de servir d'appât, de draguer Jojo, d'aller chez lui au prétexte de coucher avec lui et de laisser la porte ouverte pour que la fine équipe puisse entrer et le tuer. Le rôle de Nathalie est enfin éclairci et il est diabolique. Du coup, mouillé jusqu'au cou, Nathalie balance un autre complice, le neveu de Xavier Luciani, Sébastien Guidicelli. Lui aussi, il en était. Ça commence à faire beaucoup de monde. Il s'y serait mis à 5, donc, pour tuer Jojo. Eh bien oui. Et voilà à peu près le scénario auquel arrive le juge. Le soir du 23 janvier 2005, à 23h39 précisément, Jojo Vicenzini propose à Nathalie Battesti de le rejoindre chez lui. Nathalie prévient tout de suite Luciani, qui va se poster devant chez Jojo. Nathalie laisse la porte ouverte, elle se déshabille et elle commence à faire l'amour avec Jojo. Xavier Luciani surgit dans la chambre, il assomme Jojo avec un rouleau à pâtisserie. Et là, Nathalie s'enfuit et en sortant, elle croise le neveu, Sébastien, planqué dans la haie, et un peu plus loin, Dominique Pasqualaggi qui fait le guet près d'un réverbère. À un moment, Luciani siffle son neveu Sébastien pour qu'il entre à son tour dans la maison. Et là, Jojo est assommé, mais il n'est pas encore mort. « C'est quoi ton code? C'est quoi le code de ton coffre? Tu nous le donnes tout de suite ou on te fume ?» À ce moment-là, Jojo se rebiffe et Luciani, le neveu, dit que c'est Pasqualaggi qui arrive et qui lui donne le coup mortel, avec le rouleau à pâtisserie. Ce que Pasqualaggi conteste, il a un argument de poids, il n'y a pas son ADN dans la chambre. Ensuite, le neveu raconte qu'avec Pasqualaggi, ils mettent le corps dans la voiture, ils lui coupent la tête et ils la jettent dans un puits. On a enfin des nouvelles de la tête et on va la retrouver dans ce puits. Et ensuite, ils vont jeter le corps dans l'enclos à cochons de la porcherie. Le lendemain, ils y retournent. Horreur, malheur, les cochons n'ont pas touché au cadavre. Donc ils le remettent dans la voiture où il va moisir pendant 2 mois. Voilà à peu près ce qui a dû se passer, même si tous les protagonistes ne sont pas d'accord avec ce scénario. Ce sera donc à la cour d'assises de trancher sur le rôle des uns et des autres. Le procès de la fine équipe s'ouvre le 31 mai 2010 devant la cour d'assises de Bastia. Il dure 15 jours.
Pour des raisons diverses et variées, 3 des protagonistes, Nathalie Battesti, Joseph Sabiani et Dominique Pasqualaggi, dans son fauteuil roulant, comparaissent libres. Seuls Xavier Luciani et son neveu Sébastien Guidicelli sont restés en prison depuis le début. Je ne vais pas vous raconter ce procès en détail, disons pour résumer qu'on a un mal fou à savoir qui a fait quoi. Qui a donné le coup fatal? Qui a découpé la tête? À un moment, on se dit, on va connaître la vérité. Le neveu, Sébastien Guidicelli, se lève, il est à bout de nerfs, il est en larmes, et il s'adresse à Pasqualaggi. Dominique, dis la vérité, putain! Dis ce qui s'est vraiment passé! Dis pourquoi on est là! On n'a plus le droit de jouer cette comédie! On le doit à la famille Vicenzini! Maintenant, Dominique, on assume tout! Sébastien est en sanglots. Il tremble comme une feuille. Il est en train de craquer. Le tribunal tout entier retient son souffle. On va savoir. Eh bien non. La présidente annonce... Suspension de séance! Et elle fait évacuer Sébastien pour qu'il se calme. Sauf que quand il est calmé, il n'a plus rien à dire. Elle aurait dû le laisser aller au bout. Quel gâchis! Du coup, au moment du verdict, personne ne sait vraiment qui a tué Joujou et qui lui a découpé la tête. Mais puisqu'il faut un verdict, en voilà un. 30 ans pour Xavier Luciani, 25 ans pour Dominique Pasqualaggi, 15 ans pour le neveu Sébastien Guidicelli, 10 ans pour l'APA, Nathalie Battesti, et 3 ans avec sursis pour Joseph Sabiani. Nathalie Battesti, Xavier Luciani et Dominique Pasqualaggi font appel, et ils ont eu bien raison. En mars 2011, la cour d'assises d'Ajaccio rend un nouveau verdict. Pas de changement pour Luciani, 30 ans. Mais Pasqualaggi voit sa peine ramenée à 18 ans. Et Nathalie Battesti, la guicheuse, s'en sort avec 7 ans de prison. 3 ans de moins. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.